Bonjour à tous, suite du cours sur la crise suicidaire, deuxième partie donc. Nous avons vu dans la première partie euh, les points essentiels de la sémiologie de la crise suicidaire et on va voir dans cette deuxième partie la possible transition des idées aux actes. Je n'ai toujours pas de lien d'intérêt qui pourrait influencer significativement mon propos. Alors, comment ça se passe finalement? Il y a une étude très intéressante publiée en 2017 qui a interrogé, alors c'est du rétrospectif évidemment, avec les limites du rétrospectif, mais qui a interrogé des gens qui ont fait une tentative de suicide, savoir un peu comment s'étaient déroulés les différents événements qui ont mené jusqu'à l'acte. Alors vous voyez représenté ici la trajectoire moyenne vers l'acte suicidaire. Vous avez en vert toutes les différentes étapes qui ont contribué à passer des idées suicidaires à la décision de mourir. Euh, sur la ligne du dessous en rouge, euh, les étapes qui ont conduit au choix de la méthode. En bleu, les étapes qui ont conduit au choix de l'endroit. Alors, si vous regardez les idées suicidaires, vous voyez que pour beaucoup, il y avait déjà eu des idées suicidaires dans la vie, parfois plus de 5 ans avant le geste récent. Et puis, 2 semaines avant le geste, à peu près, il y a eu des idées suicidaires plus importantes et qui ont conduit à l'acte actuel. Alors attention, l'échelle de l'axe euh, des abscisses, de l'abscisse n'est pas régulière, hein. Alors vous voyez qu'il y a mulling qui est une décision un peu plus avancée, finalement 6 heures avant l'acte, et la décision, la certitude de passer à l'acte, ça n'est que 5 minutes avant l'acte. Alors même qu'on a des sujets qui ont déjà eu des idées suicidaires, qui ont à nouveau eu des idées suicidaires il y a plus de 2 semaines, le processus s'est étalé sur 2 semaines, mais la décision finale de passer à l'acte, c'est 5 minutes avant de faire le geste. Alors le choix de la méthode, vous voyez, il a souvent été envisagé également il y a plusieurs années, c'est probablement à l'occasion des idées suicidaires précédentes, mais la décision pour en moyenne a été prise seulement 2 heures avant. Et c'est pareil un peu pour l'endroit, si vous voulez. Le choix du lieu a commencé à être évoqué une semaine avant, mais ça s'est accéléré. La certitude, c'était 30 minutes avant le passage à l'acte. Vous voyez cette accélération du temps, finalement, qui est très intéressante parce qu'on a tendance à vouloir distinguer les gestes planifiés des gestes impulsifs, mais vous voyez qu'en réalité, la plupart des gestes, finalement, sont impulsifs ici. Même ceux qui ont été planifiés à l'avance, la décision, elle se fait au dernier moment. On pourrait dire, lorsque cette lutte entre le désir de vivre et le désir de mourir penche de manière très très importante vers le souhait de mourir. Et ça se fait au dernier moment. Ceci dit, ceci dit il y a une très grande variabilité individuelle. Donc dans cette étude, et il montrait qu'on pouvait identifier 17 séquences différentes. Et donc dans la séquence la plus fréquente, en réalité, il y a plusieurs étapes qui se font en simultané. Alors si vous regardez, par exemple, le choix de la méthode, vous voyez que certains, c'était au dernier moment, alors que d'autres, c'était plusieurs semaines avant. Vous avez en haut à droite un plan suicidaire, vous voyez, pour certains c'était 2 semaines, pour d'autres c'était beaucoup plus récent, c'est-à-dire le choix de la méthode et de l'endroit. Euh, les idéations suicidaires, comme vous voyez en bas à gauche, eh bien, pour le geste actuel, elles ont pu avoir commencé déjà il y a plusieurs années. Alors, on peut penser des patients qui ont des idées plus chroniques, pour d'autres, ça sera beaucoup plus récent. Donc, malheureusement, il y a une très grande variabilité dans les trajectoires individuelles qui mènent des idées aux actes. Ça, c'est important. Bon, ça nous complique évidemment la tâche pour la prévention du suicide, mais ça doit nous amener finalement à une chose importante, c'est qu'il faut protéger le patient de lui-même, parce qu'il peut être vu à un moment avec des idées suicidaires qu'il semble contrôler,
Mais on voit bien que les choses vont pouvoir s'accélérer au dernier moment jusqu'au passage à l'acte. Et ça conduit à une décision importante qui est d'éviter que des moyens suicidaires soient à disposition dans les périodes de crise suicidaire. Vous voyez que si la décision est prise de passer à l'acte et que le moyen est empêché, eh bien on peut prévenir un acte. On va revenir là-dessus, mais on va d'abord voir un petit peu les chiffres de la transition suicidaire, donc qu'on appelle aujourd'hui la transition suicidaire, c'est-à-dire le passage des idées aux actes. Combien finalement de personnes passent d'idées suicidaires à l'acte suicidaire? Alors c'est assez variable selon les études, les pays, les populations étudiées. Alors je vous donne quelques chiffres. Une étude de l'OMS avait estimé que, donc qui portait sur différents pays, avait trouvé un taux ou une prévalence d'idées suicidaires au cours des 12 derniers mois de 12%, un taux de tentative de suicide de 0,3% et ça correspondait à une transition de 15,1%. C'est-à-dire que 15% des gens avec des idées suicidaires passaient à l'acte. Dans le baromètre santé, donc en France, étude en population générale adulte, plus de 18 à 75 ans, 4,7% d'idéation suicidaire, 0,4% de tentative de suicide, ce qui correspond à une transition de 6,5%. C'est plus faible que dans l'étude de l'OMS. Donc une prévalence d'idées suicidaires plus importante, mais un taux de transition plus faible. Dans une étude américaine, la National Survey on Drug Use and Health, on trouvait un taux de transition de 13,2%. Ce qui était intéressant, c'est que ce taux de transition était bien plus important en cas de plan suicidaire. C'était de l'ordre de 37% des gens avec un plan suicidaire. Et c'est aussi ce qu'on trouvait dans une autre étude américaine chez les adultes, la NCS-R. On trouvait 2,6% d'idées suicidaires, 9,6% de transition suicidaire, mais quasiment 32% s'il y avait un plan suicidaire. Donc le plan, les gens qui ont un plan suicidaire sont plus grand risque de transition suicidaire. Les adolescents également sont à plus grand risque de transition suicidaire. Si on prend donc l'équivalent de la NCS, mais chez les adolescents, on retrouvait dans cette étude américaine 4,2% d'idées suicidaires, 1,9% de tentatives de suicide, qui représentait une transition de 45%. Donc à peu près la moitié des adolescents avec des idées suicidaires passaient à l'acte, ce qui est considérable. Dans une étude américaine, on montrait que cette transition, lorsqu'elle avait lieu, survenait essentiellement durant la première année, en tout cas pour 60% des cas. Et une autre étude également conduite par Matthew Nock, qui est un chercheur de Harvard, montrait que certains troubles mentaux sont plus associés à la transition, tandis que d'autres troubles mentaux sont plus associés aux idées suicidaires. Alors, en pratique, ce que cette étude épidémiologique montrait, c'était que la dépression était fortement associée à l'émergence des idées suicidaires, mais beaucoup moins à la transition suicidaire. Par contre, d'autres troubles, par exemple tous les troubles marqués par l'anxiété et le manque de contrôle de l'impulsion, tout ce qui était de l'ordre de l'impulsivité, les abus de substances notamment, ou les troubles de personnalité, eux facilitaient la transition vers un acte suicidaire quand il y avait des idées suicidaires. Voilà. La transition, c'est un processus complexe. On voit que c'est variable selon les études, aussi selon les définitions, probablement aussi des idées et des actes suicidaires, et puis que c'est probablement sous-tendu par des mécanismes spécifiques qui font l'objet actuellement de beaucoup de recherches. Alors un peu schématiquement, on pourrait dire qu'il y a des facteurs de risque donc d'idées suicidaires, par exemple, donc on l'a dit, la dépression, le sentiment de désespoir, rappelez-vous, le sentiment de défaite, le sentiment d'être piégé, les ruminations, la douleur psychique, donc facilite l'émergence d'idées suicidaires. Et puis il y a des facteurs de risque de transition, c'est notamment la disponibilité d'un moyen létal lorsqu'on a des idées suicidaires, avoir déjà fait un geste suicidaire, avoir un faible contrôle des impulsions, avoir un état marqué par une grande agitation et probablement une intention suicidaire plus marquée, en tout cas un plan suicidaire augmente la probabilité de transition.
Alors quand il y a un acte suicidaire, eh bien cet acte peut être létal ou non létal. Et là aussi, il y a des facteurs de risque. Être une femme, c'est plus souvent associé à un acte non létal, même si évidemment il y a beaucoup de femmes qui meurent de suicide malheureusement. Et puis être un homme, être un sujet plus âgé, choisir un moyen suicidaire plus violent, on va y revenir, eh bien c'est associé à une plus grande probabilité de mourir de cet acte. Et donc que ce soit un suicide abouti plutôt qu'une tentative de suicide. Alors j'ai commencé déjà à en parler, mais c'est absolument indispensable que vous sachiez cela et que vous en soyez convaincu. La disponibilité d'un moyen létal lors d'une crise suicidaire est donc un facteur de risque majeur de passage à l'acte suicidaire. Vous voyez, quand la personne est dans ce moment où ça fluctue, où on passe d'un désir plus fort de mourir à un désir plus fort de vivre, mais dans un moment plus fort de mourir, eh bien si on a un moyen, on peut passer à l'acte. Si ce moyen est très létal, on peut mourir. Et donc empêcher à ce moment-là, enfin ne pas mettre à disposition en tout cas de la personne un geste, un moyen suicidaire, c'est se donner la possibilité que finalement ce pic euh, de volonté suicidaire, de tension suicidaire retombe, et que la personne remette à plus tard le passage à l'acte, et du coup, finalement, non seulement elle ne passe pas à l'acte actuellement, mais qu'elle puisse être sauvée, qu'elle puisse se dire que finalement elle pourrait demander de l'aide, ou qu'on puisse observer effectivement qu'elle ne va pas bien, qu'elle puisse obtenir de l'aide de personnes extérieures. Et il a été montré que compliquer l'accès à un moyen létal pour une personne suicidaire est un moyen reconnu pour sauver de nombreuses vies. On y reviendra dans le cours dédié à la prévention du suicide plus tard. Alors, un exemple parmi de nombreuses études de cette question de la disponibilité du moyen létal, une étude menée aux États-Unis. Alors, on sait bien qu'aux États-Unis, il y a une grande disponibilité des armes à feu, mais en réalité, c'est très variable d'un État à l'autre. Il y a des réglementations très très variables. Il y a des États plus permissifs et d'autres où une régulation très très importante. Cette étude a étudié le niveau de possession d'armes à feu dans les foyers de différents États et les taux de suicide des jeunes sur 10 ans, 2005-2015. Et cette étude montre une corrélation positive entre les deux. Donc dans les États où il y a plus d'accès aux armes à feu dans les foyers, eh bien on a des taux de suicide des jeunes qui sont plus importants. Et l'étude aurait pu montrer qu'il y avait aussi un plus grand risque évidemment d'accident par arme à feu. Donc la disponibilité d'un moyen très létal comme l'arme à feu augmente le risque de mourir de suicide. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'avoir une arme à feu, ça rend suicidaire, mais si on est suicidaire et qu'on a une arme à feu, on est plus à risque de mourir de suicide. Donc la disponibilité du moyen euh, est un facteur important du passage des idées aux actes. Alors pour terminer, je voudrais parler des moyens suicidaires dits violents. On en a déjà parlé dans un cours précédent. Je vous rappelle qu'on définit un peu grossièrement un moyen suicidaire violent comme tout geste autre que les intoxications médicamenteuses volontaires, puis habituellement aussi autre que les phlébotomies très superficielles. Mais c'est une définition très variable, alors certains diront le gaz par exemple c'est pas violent, choses comme ça. Alors que par exemple prendre une substance corrosive qui pourrait être classée dans prise de substance, eh bien c'est un moyen très très violent puisque ça entraîne des douleurs terribles sur le plan digestif haut. Bon, passons un peu, savoir si tel ou tel moyen est plus violent ou moins violent, mais grossièrement, depuis Marie Osberg en 1976, on reviendra sur son étude, parce qu'on parlera de la neurobiologie du suicide, et on considère que effectivement il y a peut-être une classification à faire, une distinction à faire entre les suicides utilisant un moyen violent et ceux utilisant un moyen non violent. Hein, je vous rappelle, en épidémiologie,
80% des tentatives de suicide, c'est un moyen non violent, essentiellement prise de médicaments ou phlébotomie superficielle, alors que 70% des suicides aboutis, c'est avec un moyen violent. Donc le choix du moyen influence l'issue du geste. Ce qu'on avait montré, ce qu'on a déjà discuté, c'est que lorsqu'on fait une tentative de suicide avec un moyen violent, même si on ne meurt pas tout de suite de ce geste, on est à risque ultérieur de mourir de suicide de manière plus importante que si on a fait une tentative de suicide avec un moyen non violent. Ce qu'on trouve également, c'est que les gens qui choisissent les moyens plus violents sont plus souvent des hommes. Et ils ont plus souvent une histoire familiale de conduite suicidaire. Ça ressemble beaucoup aux gens qui meurent de suicide, finalement. Même si on regarde que les suicidants, eh bien, c'est un sous-groupe de suicidants qui est plus souvent masculin et plus souvent avec des histoires familiales de suicide, donc qui est plus proche finalement de la population des gens qui meurent de suicide. Bon, il y a un lien qui est débattu entre le choix d'un moyen violent et le fait d'être quelqu'un de plutôt agressif ou avec des comportements violents, c'est pas certain. Et d'ailleurs, c'est intéressant, petite parenthèse, c'est pas forcément les gens qui sont les plus impulsifs dans la vie qui vont faire le plus de gestes suicidaires impulsifs. Vous voyez, donc la caractérisation de l'acte suicidaire et de la personnalité semble dissociée. Donc c'est vrai aussi pour... On n'est pas forcément plus violent si on choisit un moyen violent. Alors il y a un lien également débattu avec l'intention suicidaire. Est-ce que quand on choisit un moyen violent, c'est qu'on a une plus grande intention suicidaire? C'est pas très clair. Et puis il est suggéré que les gens qui font le choix d'un moyen suicidaire violent pourraient avoir une neurobiologie un peu différente. Alors on reviendra là-dessus à l'occasion du cours sur la neurobiologie du suicide. Donc ça pourrait être une population particulière, d'abord particulière parce qu'elle va plus souvent conduire à la mort, donc elle va représenter ce sous-groupe de personnes qui meurent de suicide. Rappelez-vous le graphique où il y a beaucoup de gens qui ont des idées suicidaires, il y en a beaucoup moins qui passent à l'acte, et il y en a encore moins qui meurent de suicide. Ça pourrait représenter un sous-groupe particulier de gens qui sont évidemment plus à risque de mourir de suicide. Et même quand ils ne meurent pas, ils pourraient présenter un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques et peut-être aussi biologiques. Donc dans cette étude finalement de la transition des idées aux actes, est intégrée une question qui est celle qu'est-ce qui contribue au choix d'un moyen plus violent, c'est-à-dire d'un choix qui augmente la probabilité. Vous voyez, on est encore dans cette question du risque qu'on a discuté il y a quelques cours. Qu'est-ce qui fait que certains choisissent un moyen dont la probabilité de mourir est plus grande? Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer ce cours sur la crise suicidaire. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire. Ce sont les choses importantes que vous devez retenir. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.